Le Niger, vous êtes très très présent, historiquement présent, très présent. Vous avez, je crois, encore 1000 tonnes d'uranium qui sont encore au Niger, et vous avez été, alors on dit quoi, exproprié. Où est-ce que vous en êtes sur le plan juridique? Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Le Niger, vous êtes très très présent, historiquement présent, très présent. Vous avez, je crois, encore 1000 tonnes d'uranium qui sont encore au Niger, et vous avez été, alors on dit quoi, exproprié. Où est-ce que vous en êtes sur le plan juridique? Alors au Niger, on a une présence effectivement qui date du tout début des années 70, 50 années d'amitié avec les collègues nigériens, d'opérations là-bas, de soutien aux communautés locales, et ça sur des décennies. La situation actuelle, c'est que nous avons encore 800 salariés là-bas. Tous nos collègues nigériens qui sont là-bas travaillent dans les mines. Et même si la junte nous dénie le droit d'exporter nos produits et interfère avec nos opérations, ce qui a conduit à constater la perte de contrôle opérationnel, la réalité, c'est qu'on en est encore actionnaire. Vous êtes encore actionnaire? On est encore actionnaire. Par contre, effectivement, nous avons perdu nos droits d'exploitation sur Imoaren, qui est la mine en projet, et puis nous avons perdu le contrôle opérationnel de ces opérations, ce que nous challengeons en arbitrage international. Il y a une chance ou pas? Parce qu'à l'arbitrage international, aujourd'hui, on se dit que compliqué. En fait, il y a une chance. Je suis convaincu que ces mines auront un futur. Est-ce que le futur ressemblera au passé? Je n'en sais rien. Mais notre souhait le plus profond, c'est que ce futur se discute avec nous. Et ces arbitrages internationaux visent le Niger, mais visent évidemment n'importe quelle autre personne qui voudrait essayer de définir un futur pour ces mines. Oui. Est-ce que vous avez été évincé, éjecté avec violence? Est-ce que vous l'avez été parce que vous êtes français? Oui. Je pense que la situation au Niger est quelque chose qui dépasse juste Orano. En fait, vous voyez, absolument. Et vous voyez que c'est un courant qui se passe dans l'ensemble des pays du Sahel en ce moment. Oui. Il se trouve qu'on est français, mais des Canadiens ont perdu leur permis au Niger, des Canadiens, des Australiens, des Sud-Africains ont perdu leur permis au Mali et au Burkina Faso. Je pense qu'il y a une tendance de fond dans cette partie du monde dont nous faisons les frais, mais qui n'est pas spécifiquement dirigée vers Orano. Est-ce qu'il y a des discussions en ce moment ou pas du tout? Non, à notre grande tristesse, depuis le coup d'État, nous n'avons eu aucune discussion avec la junte. Nous avons essayé par plusieurs canaux, nous avons essayé de leur proposer. Ils ont toujours refusé le dialogue. C'est ce qui nous a conduit à partir en justice, à aller en arbitrage international, faute de pouvoir discuter un futur pour ce site. La réponse est quand? Alors la réponse, c'est le cours de la justice. Oui. Non, je pense que la question, ce sera des questions de mois ou d'années, difficile à dire pour le moment. Oui. Et vous pourriez retourner là-bas juste pour l'exploitation, en abandonnant le fait d'être actionnaire de la mine? Le futur ressemblera sans doute pas au passé, oui. Mais surtout ce que nous faisons, c'est que maintenant nous avons la situation nigériane à gérer, c'est ce que nous faisons, oui. Et nous nous projetons délibérément vers l'avenir, et c'est ainsi qu'on développe nos projets mongols, ouzbeks, et tous les autres projets qui nous permettent d'avancer. Bien sûr, on va parler de Mongolie, parce que ça, c'est ce qui va vous permettre peut-être de prendre le relais, mais là, il y a encore 1000 tonnes d'uranium là-bas, oui. que vous avez fait une croix dessus? Alors, dans nos comptes, oui. Et dans les comptes que nous venons de publier, nous avons effectivement fait une croix, oui. Financièrement, oui. Sur cet uranium. En revanche, dans les procédures d'arbitrage que nous lançons, nous nous réservons le droit de poursuivre toute personne qui voudrait nous dénier nos droits d'enlèvement. Ça, c'est une réalité. Sur cet uranium, ce qu'il faut comprendre dans le monde de la mine, c'est qu'un tiers de cet uranium appartient à l'État du Niger, dans tous les cas, puisqu'ils sont co-actionnaires de ces sociétés à hauteur d'un tiers. Oui. Mais donc financièrement, on a fait une croix dessus, et puis on se concentre maintenant vers les autres projets, que ce soit l'Ouzbékistan, la Mongolie, pour continuer à avancer. Alors, on va parler de Mongolie en dernier, parce que c'est l'accord que vous venez de signer, c'est le grand accord. C'était juste avant Noël, enfin c'était à l'automne. C'est un projet qui va rentrer, qui sera effectif commençant en 2026, c'est ça?
Alors, l'accord va prendre effet à partir du moment où il est signé. Maintenant, il est signé. Oui. Le début de la construction pourrait intervenir en fin d'année ou début d'année prochaine. C'est ça, oui. Et on vise un début de production vers fin 2028-2029. D'accord, la production, mais voilà, mais vous allez commencer. Juste sur en Mongolie, vous avez donné un peu là l'échéancier. Qu'est-ce que ça représente? C'est un énorme contrat que vous avez signé en Mongolie. Alors, ce que nous avons signé en Mongolie, c'est ce qu'on appelle un accord d'investissement. Oui. C'est-à-dire, c'est ce qui va définir le cadre juridique, fiscal, dans lequel et de financement dans lequel notre projet va se dérouler. Pour se donner un ordre d'idée sur la taille de ce projet. Oui, moi je dis contrat parce que c'est un projet. En fait, l'uranium contenu dans ce gisement, il est suffisant pour alimenter le parc français pendant 13 ans, par exemple. Donc c'est quelque chose de très 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 significatif. Il représente plus que tout l'uranium qui a été exploité en France des années 50 aux années 2000. Donc c'est vraiment un gisement, on pourrait dire, de taille mondiale. Nous comptons l'exploiter sur une période qui durera une trentaine d'années, probablement à partir de 2028-2029, pour une trentaine d'années, et ce sera suivi par la réhabilitation. Point important pour être souligné, parce que parfois on dit oui, les matières premières, c'est opaque, c'est obscur. Cet accord d'investissement, il a été présenté au Parlement mongol, et les députés mongols ont voté en faveur de cet accord à 79,3%. C'est un projet stratégique pour la Mongolie comme pour nous. Oui, mais vous savez, entendez comme moi la petite musique qui dit aussi que la Mongolie est en train complètement d'être ouverte partout parce qu'il y a des accords de mine. Enfin, vous n'avez pas de réhabilitation. Comment est-ce qu'aujourd'hui il y a une prise en compte quand même d'une donnée écologique, d'une réhabilitation écologique? Oui, et c'est, je dirais, une des forces d'Orano, et ça fait partie de notre éthique et de notre image de marque. Quels que soient les pays dans lesquels nous opérons, en fin de vie, nous réhabilitons ces sites. Vous le savez peut-être ou pas, mais en France, il y a 240 anciens sites miniers d'uranium qui ont été réhabilités par Orano. Vous n'en entendez jamais parler, parce que ça a été réhabilité avec des excellents standards. On entend parler le traitement des déchets. Et puis on vient de retransférer au gouvernement canadien une mine canadienne que nous avions exploitée des années 70 aux années 2000, qui a été complètement réhabilitée. Même chose au Gabon. Et puis en fait, au Niger, l'une de nos mines s'est arrêtée en 2021. On s'est immédiatement lancé dans des travaux de réhabilitation. C'est des budgets de 150 millions d'euros quand même, mais que nous mettons là. Juste un point sur les déchets, parce que vous évacuez toujours un tout petit peu la question, mais est-ce qu'un jour on arrivera à ne plus avoir de déchets? En fait, nucléaires. Ce qu'il faut réaliser, c'est que il y a deux choses qui sont des centrales. Il y a du combustible usé. Dans ce combustible usé, 96% de la matière est recyclable, déjà réutilisée en partie, puis contribuera à la vision de circuits fermés dont je parlais tout à l'heure. Et puis ensuite, vous avez 4% de déchets ultimes qui, eux, ne sont pas recyclés. Bienvenue sur Alafia Média, bienvenue à toi Alafia Note. Aujourd'hui, nous allons parler économie, et plus précisément, nous allons parler économie des mines. Et pour cela, nous allons aller tout droit dans l'AES et plus précisément dans l'État du Niger, donc l'État du général Tiani. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler bien entendu de l'uranium, l'extraction de l'uranium, et on va parler principalement de la compagnie du groupe industriel Orano. Donc Orano qui, jusqu'à un passé très très récent, était le groupe industriel français, donc qui exploitait les gisements d'uranium au Niger. Alors, qui est Orano? Alors rapidement, vous l'avez écouté aussi bien que moi dans cette interview, donc cette interview dont vous allez retrouver le lien pour l'intégralité, pour celles et ceux qui souhaitent bien entendu écouter l'intégralité de l'interview. Je vous mets le lien dans la partie description, donc vous pouvez y accéder et puis voilà, écouter l'intégralité de l'interview par vous-même. Alors, revenons rapidement à notre vidéo de ce jour. Donc, Orano, vous l'avez bien entendu. Alors, celui qui a présenté le groupe, donc c'est le directeur général du groupe Orano. Je ne reviendrai pas ici sur sa présentation pour ne pas répéter sa présentation, mais tout simplement pour dire que Orano, c'est un groupe industriel français, donc spécialisé dans le cycle du combustible nucléaire.
Et donc, ils ont plusieurs activités, mais ce qui va nous intéresser ici dans cette vidéo, c'est l'extraction et le traitement de l'uranium. Donc, notamment l'extraction de l'uranium dans les mines en Afrique et en particulier au Niger. Donc, Orano, donc c'est un approvisionneur des combustibles nucléaires. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que Orano n'exploite plus de mines au Niger. Vous l'aviez bien entendu dans la première partie de la vidéo. Donc, on va faire un petit rappel sur les activités de Orano au Niger. Donc, Orano exploitait des mines d'uranium au Niger depuis plus de 50 ans. Donc, principalement, je vais vous dire ici, les mines. Donc, on peut compter par exemple la Société des mines de l'air, donc Somaïr, donc en activité depuis 1971, le Cominac, donc compagnie minière d'Akuta, Imuraren aussi qui est un important gisement d'uranium. Voilà, donc pour ne citer que ces mines-là. Alors, on va parler dans un premier temps de comment établir le contrat d'exploitation avec les pays africains et en particulier le Niger. Alors ici, vous allez voir, contrairement à ce qui a été dit dans la première partie de cette vidéo, où vous avez le directeur général d'Orano qui le dit lui-même, l'exploitation qui va débuter en Mongolie a fait l'objet d'un consensus parlementaire à plus de 79%. Alors, cette méthode, vous allez voir, c'est pas celle qui est appliquée quand le même groupe arrive en Afrique. Et c'est là où, voilà, c'est tout l'objet de cette vidéo et c'est là où nous questionnons à la fois le groupe Orano, mais surtout, nous questionnons les États africains sur les méthodologies mises en place pour pouvoir établir des contrats d'exploitation des mines avec les sociétés étrangères. Voilà. Donc, Orano, concrètement, va établir des contrats. Donc, je parle de la partie Afrique. Donc, Orano va établir des contrats gré à gré avec des filiales locales, donc qui sont des sociétés d'exploitation. Donc, vous voyez un peu déjà que le jeu, il est biaisé dès le départ. Donc, on va s'attaquer à un gisement national et on va réaliser des contrats avec des groupuscules d'individus pour exploiter la chose nationale. Donc, vous voyez, donc déjà, il y a une question de non-transparence dans la méthode même amenée par Orano pour l'exploitation des mines en Afrique. Donc, voilà un peu la question sur laquelle nous interpellons principalement les États africains, parce que Orano, s'il se permet de le faire, c'est parce que il a vu en face, bien entendu, des États, on va dire, administrativement faibles, qui lui permettaient justement d'établir des contrats gré à gré, sans forcément passer par la validation ou peut-être l'autorité, je dirais, juridique nationale pour valider ces contrats-là. Voilà. Donc, nous aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de se dire, mis à part cette méthode d'exploitation, alors on va y venir, la méthode d'exploitation, parce que d'un côté, on a le contrat, bien sûr, on a le contrat dont on a parlé, donc les contrats qui sont plutôt gré à gré, établis avec des filiales locales, dont on ne connaît pas, bien entendu, les tenants et les aboutissants. Donc, je le répète encore une fois, contrairement à toute la transparence qui a été mise en place pour l'exploitation des gisements de la Mongolie, il y a une volonté, je dirais, de non-transparence en Afrique. Donc, quand le même groupe il vient en Afrique, il y a une volonté de non-transparence. Mais là, encore une fois, je le dis et je le répète, c'est pas de la faute d'Orano, parce que il faut évidemment que les États africains soient suffisamment robustes, juridiquement parlant, suffisamment forts et transparents pour exiger leur cahier de charges d'exploitation aux compagnies internationales qui souhaitent exploiter les mines en Afrique. Tel n'est pas le cas aujourd'hui et nous espérons que l'AES, avec sa volonté de redynamiser les pays du Sahel du point de vue économique, va pouvoir mettre en place évidemment cette transparence juridique permettant l'exploitation des différentes mines dans les États de l'Alliance du Sahel. Alors, nous allons voir maintenant comment
les pays africains, parce que vraiment, c'est véritablement ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de proposer des solutions pour ne plus se retrouver dans ces cas de figure connus avec Orano. C'est comment les pays africains doivent faire pour mieux exploiter, pour mieux contrôler l'exploitation de leurs mines par les groupes industriels internationaux qui arrivent pour exploiter. Voilà. Donc, dans un premier temps, plusieurs solutions sont sur la table et qui sont déjà aussi expérimentées, je le pense, par les États de l'Alliance du Sahel. Cela dit, la première solution à laquelle nous pensons, c'est le renforcement du cadre juridique et contractuel. Très important. Qu'est-ce que nous entendons par le renforcement du cadre juridique et contractuel? D'abord, il faut réviser les contrats miniers pour s'assurer qu'ils sont équitables et bénéficient aux États. Première chose très importante. Voilà. Réviser les contrats miniers pour s'assurer qu'ils sont équitables et bénéficient aux États. Exiger la plus grande transparence dans les négociations et la publication des contrats, très important. Donc, exiger la transparence dans les négociations et la publication des contrats. Donc, il faut que les contrats fassent l'objet d'une publication telle que ça a été fait. Il a dit lui-même, le directeur d'Orano, en Mongolie, il faut le faire. Il faut faire exactement la même chose en Afrique quand on arrive en Afrique. C'est-à-dire qu'il faut rendre public les contrats et permettre à toute la population qui souhaite lire et avoir le contenu de ce contrat, puisqu'il s'agit d'un gisement national, donc n'importe quel citoyen du Niger peut demander à accéder à ce contrat, lire le contenu, et s'il veut mettre une objection, il le met, il émet son objection. Rôle de l'État du Niger de pouvoir, bien entendu, répondre à ce citoyen-là. Et puis voilà. Donc, ensuite, il faut renforcer, bien entendu, la gouvernance et les institutions. Voilà, donc renforcement de la gouvernance et des institutions, très important. Alors, qu'est-ce que nous entendons? Il y a plusieurs solutions. Quand on dit renforcement de la gouvernance, ça peut être par exemple de créer une agence nationale forte. Et nous incitons véritablement les pays de l'Alliance des États du Sahel à le faire, à mettre de façon conjointe leurs forces pour créer une agence commune à l'Alliance qui va se charger, c'est une sorte de guichet unique, qui va se charger principalement de gérer toutes les affaires concernant l'exploitation des mines de l'Alliance. Donc, et cette agence aura pour autorité directe les 3 États de l'Alliance, par exemple. Voilà. Autre chose, c'est de former des experts locaux, très important, parce que ça, très souvent, il en manque. Il n'y a pas que, il n'y a pas que Orano, il y a beaucoup d'autres groupes industriels qui interviennent régulièrement en Afrique. Et c'est des interventions sans des experts locaux. Et quand on leur pose bien souvent la question, la réponse qu'ils donnent, c'est que on n'a pas de compétences sur place. Voilà. Donc, on est obligé d'importer nos compétences, qui coûtent d'ailleurs très, très cher. Aussi bien, très cher à nos pays d'ailleurs. Voilà. Donc, il faut penser à former des experts locaux en droit minier, en fiscalité, en ingénierie des mines, pour éviter la dépendance au Conseil des étrangers. Donc, au Conseil, évidemment, des conseils des étrangers, des experts étrangers qui coûtent excessivement cher. Et au passage, ça permettrait aussi une montée en compétence des experts locaux. Voilà. Alors, bien entendu, cela va sans dire. La corruption, il faut éviter la corruption en instaurant, bien entendu, des mécanismes de contrôle indépendants. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'une création d'une agence unique et forte, une sorte de guichet unique pour les États de l'Alliance du Sahel, qui sera sous l'autorité de l'Alliance. Mais cependant, il faut aussi mettre en place une instance de contrôle qui sera complètement indépendante et impartiale d'ailleurs, voilà, dans son contrôle, dans l'exercice de son contrôle, bien entendu, et permettre de rendre surtout les décisions publiques. Voilà. Donc, autre chose qu'on peut proposer aussi, c'est de maximiser, c'est-à-dire une maximisation des bénéfices économiques locaux. Donc, augmenter les taxes, par exemple, les redevances minières, favoriser le contenu. Enfin, il y a plein d'exemples qu'on peut proposer.
Mais ce qui est très important, c'est de rassurer la population locale que l'exploitation minière ne porte pas atteinte à leur santé, ne porte pas atteinte aux activités agricoles du pays, parce que bon, quand on parle d'extraction minière, il y a aussi la gestion des déchets, hein, très important. Donc voilà. Donc cette prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux, c'est très très important pour pouvoir bien entendu rassurer la population locale et voilà, permettre à ce que l'exploitation, je dirais, de la mine, qui est un bien commun dans le pays, ne se transforme pas en objet de guerre où la population se retrouve en insécurité totale par rapport à ça. Voilà. Donc, il faut imposer, bien entendu, des normes environnementales strictes. Ce n'est pas parce que on a besoin d'uranium, on a besoin de pétrole, on a besoin de l'or qu'on va forer n'importe comment, ne pas respecter les conditions environnementales. Donc, il faut imposer, bien entendu, des normes environnementales strictes. Il faut créer un fonds commun de compensation pour les communautés affectées, au cas où, voilà, il y ait des dérapages, hein, voilà. Et puis, bien entendu aussi, encadrer la fermeture des mines, très important, pour éviter tout ce qui est dégâts écologiques après exploitation, parce que ça, on en parle très peu. Voilà. Donc, chers amis à l'Afianote, voilà un petit peu les informations que je voulais partager avec vous et surtout inviter les États africains à reprendre en main la gestion juridique et la gestion économique des États africains. Merci de m'avoir suivi. Vie, force, santé.